pouvoir répondre à nos questions. Et comme on en avait discuté ensemble, ce que je souhaiterais, c'est que les professionnels en naturopathie présents aujourd'hui ou qui verront ton intervention en replay puissent se rendre compte la pertinence de notre action collaborative entre vous, la prise en charge en ostéopathie structurelle et viscérale, et nous avec nos compétences naturopathiques. Sans oublier qu'on a à peu près 300 ostéopathes au sein du syndicat des professionnels de la naturopathie qui sont conseillers en micronutrition, conseillers en phytoaroma et qui ont effectivement un exercice principal d'ostéopathe avec des compétences de conseil. Voilà. Tout le monde est prêt? On peut y aller maintenant que j'ai présenté mon confrère Dominique. Bienvenue Dominique. Merci Cosimo. Merci Alexandra. Je suis vraiment ravi de pouvoir participer à ce congrès. Donc, j'ai suivi juste la fin de la conférence du médecin précédent et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Donc, avec Alexandra, on a convenu que j'allais plus parler de l'ostéopathie viscérale. Mais avant, je voudrais refaire un petit historique pour resituer l'ostéopathie dans le monde des thérapies. Donc, l'ostéopathie est née en 1874 aux États-Unis. Il y a un inventeur qu'on appelle Andrew Taylor Still et il a fondé une école aux États-Unis dans le Missouri, à Kirksville. Et ensuite, il a eu des élèves qui ont commencé à diffuser ces théories que nous allons aborder après. Ensuite, il y a des Anglais qui sont venus aux États-Unis, qui ont ramené l'ostéopathie en Angleterre. Là, il y a des Anglais qui ont beaucoup travaillé sur l'ostéopathie crânienne. Et puis ensuite, il y a des Français qui sont allés en Angleterre, qui ont ramené l'ostéopathie en France. Et eux, il y en a un certain nombre qui se sont concentrés et qui ont développé le concept de l'ostéopathie viscérale. Il faut bien voir que l'ostéopathie, c'est une approche globale de l'individu. Donc, on va parler plus particulièrement du viscéral, mais le viscéral ne peut réussir que si on l'intègre dans cette notion de globalité, dans le fait qu'on va aussi travailler le crâne, on va aussi travailler les articulations et que nous travaillons essentiellement sur le tissu conjonctif. Donc, tissu conjonctif qu'on retrouve partout dans le corps, sous la peau avec le fascia superficialis, autour des viscères avec le péritoine, le mésentère, la capsule de Glisson qui entoure le foie, chaque élément viscéraux qui sont entourés par des membranes, les poumons qui sont entourés par la plèvre, le cerveau qui est entouré par les méninges et notamment la dure mère qui s'attache sur le crâne mais qui descend ensuite le long de la colonne vertébrale et qui va même jusqu'au coccyx. On va donc, par différentes techniques, essayer de déterminer les zones de tension qu'il y a sur ces éléments de tissu conjonctif. Et ensuite, lorsqu'on a repéré des zones qui ont perdu un certain nombre de mobilité, on va à ce moment-là pratiquer un certain nombre de techniques. Alors, vous avez certainement entendu parler de l'ostéopathie structurelle, c'est celle qui concerne plus particulièrement les articulations, et puis de l'ostéopathie crânienne et de l'ostéopathie viscérale. Mais encore une fois, nous, notre approche, en tout cas à Ostéopathes de France, c'est de jamais dissocier l'un sans l'autre. Et quand on veut traiter un patient, il faut qu'on traite ces différents éléments. Et puis, bien sûr, également, nous intégrons le patient dans le milieu. Et donc, nous traitons donc bien évidemment l'ensemble du corps, mais ce corps est dans un milieu et donc il est sous l'influence de l'environnement et également bien évidemment de tout ce qu'il ingère. Donc, par rapport à l'alimentation, on intègre ces différents éléments et on va à ce moment-là apporter un certain nombre de conseils. Et bien sûr, nous sommes absolument ravis de pouvoir travailler avec les naturopathes parce qu'ils apportent un plus à nos patients. Et encore une fois, on traite nos patients, mais nous, ce que nous aimons, c'est travailler en collaboration avec
l'ensemble des professionnels de santé, qui soient véritablement professionnels de santé, mais également, bien évidemment, avec les acupuncteurs, avec les homéopathes et bien sûr avec les naturopathes. En ce qui concerne l'aspect viscéral, bien sûr, les viscères s'attachent sur les différents éléments osseux par l'intermédiaire de ligaments. On peut parler par exemple de l'angle colique à droite ou à gauche qui va s'insérer par des ligaments sur les côtes. Et puis, il y a le péritoine pariétal postérieur qui s'attache sur la colonne vertébrale. Et donc, il donne des axes de tension. On a à l'intérieur de l'abdomen ou à l'intérieur du thorax, parce que les poumons sont concernés, par exemple par le dôme pleural ou par les ligaments cardio-sternal. Tout ça, ce sont des éléments de tension qui vont tirer sur les éléments osseux et le corps va essayer de trouver un équilibre par rapport à ces tensions internes. Il cherche naturellement son équilibre, vous le savez bien, et parfois il a du mal à le trouver. Et c'est là que nous intervenons. Donc, nous repérons les zones de tension et nous allons appliquer un certain nombre de techniques, donc ce qu'on appelle des techniques fonctionnelles ou des techniques tissulaires qui vont faire qu'on libère les zones de tension que nous avons trouvées. Du coup, nous permettons au corps de réutiliser cette mobilité supplémentaire pour trouver son équilibre naturel. Alors, bien évidemment, on n'a pas la science infuse et on a besoin de tout le monde parce que parfois, nos techniques ne suffisent pas et il faut les accompagner d'autres approches qui sont importantes et qui vont permettre aux patients de trouver son équilibre. Donc, au niveau strictement viscéral, tous les organes ont des moyens d'attache, ont des moyens d'union et nous allons essayer de tester les relations qu'il y a entre l'intestin grêle et le gros intestin, entre le mésentère et le ligament large de l'utérus, par exemple, travailler sur le ligament suspenseur de la vessie. Donc, tous ces éléments-là, on a des moyens de les tester et par nos techniques, on libère et donc on permet au corps de retrouver une meilleure fonctionnalité. Voilà. Alors, quand on teste au niveau viscéral, bien évidemment, on a ensuite, quand on a libéré un élément, on a des interactions qui se passent au niveau crânien, qui se passent au niveau des articulations, qui se passent au niveau des membres inférieurs ou des membres supérieurs. Et donc, bien évidemment, on libère, mais ensuite, on va revenir sur les autres sphères pour essayer de les retester et voir ce qui s'est passé. Et au cours d'une séance, de proche en proche, on libère un certain nombre de choses. Parfois, une seule séance suffit pour retrouver un corps non douloureux, mais bien sûr, on travaille aussi avec cette notion de prévention qui vous est chère et qu'il est tout autant pour nous, c'est-à-dire qu'on essaie de prévenir alors non seulement les douleurs, mais éventuellement les maladies qui peuvent être générées sur le long terme parce qu'il y a des blocages qui se passent au niveau du corps. Voilà. Je n'ai pas fait de présentation. Alexandra m'a demandé si j'avais un PowerPoint. Je préfère beaucoup pouvoir répondre aux questions parce que ça, on est à ce moment-là dans les généralités, mais vous avez certainement des questions un peu plus précises. Et donc, je préfère utiliser le temps. Donc, Alexandra m'a donné jusqu'à midi. Je pense que déjà, si on a une demi-heure d'échange, ce sera beaucoup plus interactif. Et donc, peut-être que vous avez déjà des questions sur la chat. Et donc, je vais commencer à répondre aux premières questions qui se sont fait jour.
Merci Dominique pour cette présentation. Moi, j'avais une première question pratique. Donc, on a bien compris que au syndicat des ostéopathes de France, nos confrères ostéopathes avaient une prise en charge globale, à la fois structurelle, crânienne et viscérale. Où est-ce qu'on peut retrouver ces professionnels? Est-ce que en allant Alors, sur le site? voilà, en allant sur le site, vous avez l'ensemble de nos adhérents. Donc, actuellement, si on rentre un petit peu dans le domaine socio-professionnel, avec Alexandra, nous faisons partie de la Chambre nationale des professions libérales. Je suis le vice-président de la Chambre en charge du 4e secteur. Alors, qu'est-ce que c'est que le 4e secteur? Eh bien, c'est toutes les professions qui ne dépendent pas du chiffre, genre expert comptable, qui ne dépendent pas de la santé, donc médecin, kiné, pharmacien, et celle du droit. Donc là, on a bien évidemment les avocats, mais il y a également les professions qui sont dans le commerce et qui s'occupent du droit commercial. Donc, on, on a fait un gros travail pour essayer de structurer les professions du 4e secteur parce qu'il y a un ensemble, notamment les naturopathes. Alors, on a bénéficié, je vous le rappelle, du rapport Lannoy qui avait eu lieu au niveau de l'Europe et qui préconisait qu'il y ait 4 professions qui soient réglementées par les États. Il y avait l'ostéopathie, il y avait l'acupuncture, l'homéopathie et la naturopathie. Donc, pour l'instant, nous sommes, par un concours de circonstances et par le travail de lobbying qu'on a mené pendant très, très longtemps auprès des pouvoirs publics et des administrations, on a réussi à obtenir une loi en 2002, puis des décrets d'application en 2007 qui ne nous étaient pas hyper favorables parce que nous avons quand même des freins des professions de santé ou en tout cas des ordres et des syndicats qui ne nous voyaient pas arriver avec d'un bon œil. Et puis ensuite, il y a eu des décrets en 2014 qui ont précisé un petit peu plus la profession et notamment la formation. Et donc maintenant, nous avons une formation en 5 ans qui est structurée, qui est reconnue par l'État. Et donc, bien évidemment, si nous pouvons vous aider à avancer dans cette direction auprès des pouvoirs publics, nous sommes prêts, bien sûr, à vous accompagner. Et Alexandra, nous aurons, je pense, l'occasion d'en parler pour voir un petit peu, on a, je dirais, un certain savoir-faire, en tout cas au niveau de la communication et au niveau des réseaux, parce qu'il faut avoir des réseaux au niveau des structures officielles pour pouvoir faire avancer nos idées. Voilà. Alors, ce n'est pas encore gagné, hein, parce qu'on a quand même encore beaucoup de freins de la part des kinés, des médecins, essentiellement des kinés, qui souhaiteraient plutôt récupérer l'ostéopathie pour leur pratique. Et je pense que vous êtes dans les mêmes choses. Mais donc, il faut se serrer les coudes. Et la CNPL nous aide beaucoup en essayant de nous faire reconnaître aussi dans d'autres structures sur la représentativité patronale. Nous avons rempli un dossier récemment. Voilà, il y a plein d'éléments qui peuvent intervenir et que vous pourrez utiliser pour essayer de faire en sorte que votre profession soit pleinement reconnue. Merci Dominique d'annoncer publiquement que tu vas continuer à nous soutenir. Après, je n'avais pas de difficulté, je savais que tu étais à nos côtés. C'est pas facile pour la profession de naturopathie, cette reconnaissance, parce que comme tu le sais, il y a encore une partie des professionnels qui ne respectent pas la législation de base. Donc, on essaye déjà au syndicat humblement d'accompagner les professionnels à aller vers le respect d'une législation toute classique avant d'envisager d'aller un petit peu plus loin. Je le dis publiquement, hein, avec les membres du conseil d'administration, on préfère faire étape par étape sans froisser qui que ce soit. Et jusqu'à présent, ça se passe bien parce qu'on a plutôt de très bons rapports avec nos confrères d'autres syndicats ou de conseils de professionnels soignants. Ça se passe très bien. Mais merci d'annoncer publiquement que je peux t'appeler et que je peux te solliciter. Ça me va bien, moi, d'avoir un confrère ostéo
qui me soutient. Et je t'avais présenté hier comme étant représentant du secteur cadre de vie et comme vice-président. Et voilà. Donc, effectivement, on bouge au syndicat des professionnels de la naturopathie. On a pris la décision avec Cosimo et avec les membres du conseil d'administration de ne pas faire des publications, des articles toutes les semaines pour vous dire à chaque fois qu'on fait 1 millimètre de progression ou 1 centimètre d'avance, parce qu'il y a aussi par moment 4 mètres de recul, donc c'est compliqué dans les progressions. Mais sachez que de toute façon, ça fait 5 ans qu'on est auprès de la Chambre nationale des professions libérales. Hein. On a créé le syndicat le 5 juin et le 7, j'étais avec le président de la Chambre, avec Dominique et avec Sébastien Aliota à cette époque-là. Donc, on avait tout de suite, en créant le syndicat des professionnels de la naturopathie, rejoint la Chambre nationale des professions libérales parce qu'on est tout à fait conscient qu'à plusieurs, on pourra avancer. On est aussi conscient que les ostéopathes de France ou la Chambre syndicale de sophrologie, avec qui on a pas mal de contacts, ont quelques marges d'avance et sont des confrères dans le partage. Donc, c'est aussi une grande chance. Et je tiens à vous remercier ici. On va passer sur les questions un peu plus pratiques parce que moi, j'ai dit que tu n'avais pas de souci pour répondre à des questions pratiques. J'ai une question de Nadège. Dans la prise en charge de l'endométriose, quelle est votre vision pour la gestion de la douleur au niveau ostéopathie, s'il te plaît? Alors, dans ce cadre-là, il y a très souvent des tensions. On peut dire qu'on va se retrouver avec, dans un premier temps, la sphère gynécologique qui est plutôt tendue. Donc, nous, on va essayer de libérer, de permettre une meilleure circulation, qu'elle soit artérielle, veineuse ou lymphatique. Alors, on sait que l'endométriose peut aller sur d'autres organes. Et on travaille là aussi sur des libérations. Quand on teste la mobilité. On est toujours dans des tests de mobilité. Et dès qu'il y a des tensions sur un organe, ben cet organe perd sa mobilité. Ça peut être une mobilité globale, mais ça peut être aussi une mobilité plus spécifique sur un des éléments de l'organe. Je pense par exemple au foie. Vous pouvez avoir une tension sur le ligament falciforme ou sur les ligaments triangulaires. Et là, on va les repérer, on va libérer les choses et on sait que, bien sûr, on a un retour. Alors, il n'y a pas forcément d'études scientifiques alors. Et là, il faudra peut-être qu'on parle de cet aspect de cet aspect scientifique. On l'a vu encore cette semaine avec une étude ostéopathique qui a été faite sur les critères de l'evidence-based medicine et qui n'est pas forcément adapté à nos professions. Il faut peut-être plutôt se tourner vers les sciences humaines, et dans les recherches vers les sciences humaines, pour essayer d'obtenir des articles scientifiques qui vont montrer que nous sommes effectivement efficaces. Alors, on a le retour, bien évidemment, de nos patients. Ils disent « Ah ben oui, tiens, là, je vais beaucoup mieux. » Mais scientifiquement, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, nous, on continue à travailler en fonction de ce que nous ont appris nos pères. Hein, ça fait déjà plus d'1 siècle. On se rend compte qu'on a de plus en plus de gens qui viennent nous consulter. Donc, encore une fois, on va du global au plus spécifique. Et donc, il n'y a pas un patient qui se ressemble. Et donc, on doit adapter nos techniques à chaque patient. Donc, quand on teste, eh bien, parfois, on va avoir aussi, c'est là qu'intervient la globalité, vous pouvez avoir une entorse de cheville, une astragale qui s'est positionnée lors de votre entorse de cheville de façon pas tout à fait habituelle. En tout cas, quand on compare la droite et la gauche, on se rend compte qu'il y a une mobilité qui est perturbée. On rééquilibre la cheville et ensuite, de proche en proche, il va y avoir une adaptation qui peut remonter jusqu'aux organes internes et qui peut donc modifier le fonctionnement tissulaire de ces organes-là. Tu confirmes de toute façon que pour la prise en charge en cas d'endométriose, la globalité, c'est important. Vous, en tant qu'ostéopathe, vous accompagnez ces patients de façon régulière
Nous, en tant que professionnels en naturopathie, on aura bien entendu toute la prise en charge de la gestion inflammatoire par le rééquilibrage alimentaire, par Bien les sûr, supplémentations. Mais c'est typiquement pour ce genre de pathologie chronique qu'on peut travailler en équipe avec les ostéopathes. Les naturopathes qui ont des compétences en technique manuelle, de réflexologie par exemple, ont l'habitude de travailler avec vous et de caler les consultations à distance pour que bien votre sûr. prise en charge puisse être mise en place dans le corps, hein, parce que comme Dominique vous l'a précisé, voilà, il faut que les structures puissent se rééquilibrer et il faut le temps à l'organisme, tout comme nous, en tant que professionnels en naturopathie, on précise à nos clients qu'il faut le temps que ça se mette en place. Donc très clairement, c'est le genre de pathologie qui est depuis une dizaine d'années heureusement un peu mieux diagnostiquée. On est tout à fait capable de travailler en complémentarité avec nos confrères. Ensuite, il y avait une question de Caroline sur la prise en charge de l'ostéopathie bon, plutôt viscérale pour les adhérences cicatricielles au niveau des viscères. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît, Bien Dominique, sûr. là-dessus? Alors, chaque fois qu'il y a une intervention chirurgicale, donc une cicatrice, il y a toujours une réaction du corps et il y a toujours des adhérences qui se font, qui sont sous-jacentes. Alors, ces adhérences peuvent être entre la peau et les fascias dont on a parlé, fascia superficialis, et ceux qui sont en dessous. Il peut y avoir des adhérences également qui se font entre les viscères. Alors, à l'époque, il y a bien longtemps, j'avais travaillé, on avait fait une étude avec l'INSERM sur justement ces cicatrices. On avait travaillé sur le rat, on avait fait une expérience sur l'animal et on avait montré que les techniques ostéopathiques pouvaient tout à fait avoir une action bénéfique parce qu'en réalité, quand on faisait l'analyse tissulaire, on se rendait compte que le tissu fibreux était moindre quand il avait été traité en ostéopathie. Donc, on travaille sur la cicatrice. Alors, on peut travailler bien évidemment au niveau épidermique, mais on est toujours amené à aller vers la profondeur. Et parfois, le fait de faire lâcher des éléments qui sont profonds, entraîne une action au niveau superficiel. Alors, bien évidemment, sur les adhérences qui sont vascularisées, qui constituent quasiment un néotissu, on ne va pas les supprimer. On peut penser qu'on supprime un certain nombre d'adhérences qui se constituent au tout début après une intervention. C'est pour ça qu'il faut intervenir extrêmement précocement. On peut travailler très rapidement par des techniques qui sont bien évidemment hyper douces sur les cicatrices. Et puis, sur les cicatrices à plus long terme, là, on ne va pas libérer les grosses adhérences vascularisées, mais en revanche, on va permettre qu'elles aient une meilleure mobilité. Et donc, de cette même façon, on va redonner de la mobilité aux différents éléments. Merci beaucoup, Dominique. Ensuite, nous sommes de plus en plus de professionnels en naturopathie à avoir recours à l'ostéopathie pour nos petits bouts. Donc, il y a Joséphine qui remercie les ostéopathes à lui avoir permis de mieux dormir en prenant en charge sa petite fille. On a quand même de plus en plus de professionnels en naturopathie qui décident d'accompagner à la conception, à la grossesse et au 4e trimestre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, vous aussi, avec votre vision ostéopathique pour l'accompagnement de la femme au niveau conception, grossesse et 4e trimestre? Et bien entendu, à quel moment vous pouvez intervenir pour nos tout petits pour que, en termes de prévention, ça se passe bien? Voilà, alors j'ai beaucoup travaillé avec les sages-femmes et donc pendant la grossesse. Alors, on travaille déjà en amont. Et il nous arrive de travailler dans le cadre des PMA ou dans le cadre de difficultés de certaines patientes à pouvoir être enceintes. On travaille déjà en amont sur toute la sphère gynécologique. Et là aussi, on va travailler au niveau tissulaire parce qu'on pense qu'en libérant un certain nombre de tensions, on permet à l'ovaire et on permet parfois à l'utérus ou aux trompes d'être plus physiologique
Et donc, ça nous permet d'améliorer les choses. Après, une fois que la femme est enceinte, eh bien, très souvent, les femmes enceintes viennent nous voir parce qu'elles commencent à avoir des douleurs lombaires ou des douleurs de symphyse. Et elles consultent parce que la médecine traditionnelle allopathique est un peu limitée par rapport à ça. Et donc, à ce moment-là, on va intervenir. Moi, très souvent, quand les femmes sont enceintes, je les vois déjà dans le premier trimestre. On fait déjà une technique de rééquilibration. Et puis ensuite, en fonction des réactions, on va intervenir dans le deuxième trimestre. Et quand arrive le troisième trimestre, très souvent, je fais une séance chaque mois jusqu'au moment de l'accouchement. Un élément pour lequel on nous appelle maintenant, et même on a des médecins qui nous envoient les patientes, c'est quand il y a une présentation en siège, on essaye de libérer un certain nombre de choses autour de l'utérus, et dans un certain nombre de cas, on se rend compte que l'enfant tourne. Alors nous, on est vigilants. Vous savez que maintenant, avec les protocoles, quand il y a une présentation en siège, très souvent, dans un grand nombre d'établissements, ils programment des césariennes à 15 jours avant terme. Donc nous, on essaye de demander à ce qu'on recule le plus possible, parce que parfois, l'enfant, et on s'en est rendu compte avant, l'enfant peut tourner au tout dernier moment et parfois même dans les dernières heures. Mais nous, on travaille autour de cette libération du diaphragme, libération des piliers du diaphragme, et puis libération du bassin. On travaille sur les sacro-iliaques, redonner de la mobilité, donc en quelque sorte faire de la place au bébé pour qu'il puisse tourner. Puis ensuite, on va voir le bébé. Alors, on n'est pas dans une version un peu, je ne vais pas dire brutale, mais en tout cas un peu appuyée du gynéco qui attend. Quand ils parlent de version, ils y vont vraiment franco. Nous, on essaye de voir dans quel sens veut aller le bébé, et on va l'inciter à aller dans le sens pour qu'il puisse tourner. Ça marche dans un certain nombre de cas, puis parfois ça ne marche pas parce qu'il y a des raisons intrinsèques. Il peut y avoir un circulaire qui fait que le bébé, il ne peut pas tourner. Voilà. Et donc, ensuite, on essaye de, entre guillemets, préparer. Alors, j'espère qu'il n'y a pas des sages-femmes, parce qu'elles sont souvent à cheval sur le fait que la préparation, c'est leur domaine. Bon, on va dire pour aider au travail qui peut se faire, et notamment au niveau du périnée. On essaye de libérer un certain nombre de tensions, notamment on travaille autour du coccyx, parce que quand il y a eu des chutes anciennes, eh bien, il y a très souvent des réactions tissulaires, ligamentaires autour du sacrum et du coccyx, au niveau du périnée. Et c'est parfois important de libérer les éléments qui sont tendus, parce que ça va redonner un peu de mobilité au coccyx, qui intervient, comme vous le savez, qui est si important dans le passage du bébé. Voilà, donc on essaye d'assouplir le plus possible toute la sphère qui est au niveau du périnée postérieur et même au niveau du périnée antérieur. Voilà, et puis ensuite, quand il y a eu l'accouchement, suivant comment ça s'est passé, s'il y a eu une césarienne, on travaille bien sûr la cicatrice, mais on travaille aussi tout le bassin, on rééquilibre le bassin, les lombaires, les viscères, bien sûr. Et puis, quand il y a eu une épisiotomie, eh bien, on peut aussi travailler, alors là, il faut y aller de façon extrêmement douce, sur cette partie qui a été coupée, hein, et qui peut donner aussi des adhérences qui peuvent ensuite gêner les accouchements futurs. Voilà. Ensuite, le bébé est arrivé, eh bien, on peut le voir tout de suite. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé en clinique, en maternité, même à l'hôpital public, quand les parents demandaient à ce que je vienne. À Lyon, à l'hôpital de la Croix-Rousse, ils me laissaient rentrer. En ce moment, je le fais un peu moins, mais voilà, je l'ai fait pendant longtemps. Et on va voir le bébé tout de suite. Donc là, on travaille sur le crâne, bien évidemment, mais aussi au niveau viscéral.
On permet notamment quand il y a des problèmes de succion et donc qui entraînent une difficulté pour le bébé de prendre le sein. On permet de libérer un certain nombre de tensions crâniennes, notamment au niveau du palais. Et ça permet au bébé de mieux prendre le sein et donc à l'allaitement de démarrer dans de meilleures conditions. Et puis, on libère également les tensions qu'il peut y avoir. Alors, bien évidemment, quand il y a eu des forceps, c'est parfois un peu plus traumatisant. Quand il y a eu des ventouses, c'est parfois un peu plus traumatisant. Mais en même temps, il n'y a pas de règle. Il faut savoir que moi, j'ai vu des bébés qui sont nés avec des forceps et qui avaient très bien supporté les choses. Dans l'accouchement, il peut y avoir la mère qui a des sensations et qui dit ça a été terrible et le bébé, lui, il s'en est plutôt bien sorti. Et inversement, il y a des femmes qui ont dit quand c'est une deuxième ou un troisième accouchement, elles disent bah, ça s'est bien passé parce que ça n'a pas duré longtemps, parce que ça s'est bien ouvert, etc. Et là, le bébé a des tensions. Il est agité, il n'est pas bien. Et à ce moment-là, on va libérer un certain nombre de tensions. Et donc, bien évidemment, on agit, un, sur les coliques du nourrisson et deux, sur le sommeil et sur la tranquillité des parents. Merci bien, Dominique. Effectivement, je pense que c'est important quand on décide d'aller vers ce type de public en tant que professionnel en naturopathie, de savoir que, bien entendu, les gynécologues, les sages-femmes sont là pour l'accompagnement et les ostéopathes, les naturopathes sont là pour continuer à avoir une meilleure préparation, on n'a pas le droit de le dire, mais on va dire un meilleur accompagnement, comme ça Voilà. on ne froissera aucune de nos consoeurs et confrères sages-femmes. On n'aime pas ça avec Dominique, on s'entend bien avec tout le monde, donc voilà. Donc merci bien. Ensuite, il y a une question de Stéphanie. En tant que professionnel en naturopathie, est-ce qu'on peut proposer de l'ostéopathie pelvienne? Moi, j'aimerais bien que tu puisses faire un petit point sur le législatif et sur le juridique. Oui, bah, tu me connais. Voilà. Moi, je suis aussi là pour protéger mes adhérents à ce qu'il n'ait pas d'ennui et qu'ils n'imaginent pas qu'en allant faire deux week-ends de formation qui ne sont pas des formations réglementaires, qu'ils ne s'improvisent pas ostéopathe, ça serait cool. Donc, si tu pouvais réexpliquer ce qu'il en est voilà, tu as dit qu'il y avait une législation qui était tombée il y a quelques années. Tout à fait. Donc, les ostéopathes ont une formation de 5 années, ça tu nous l'as bien fait comprendre. Et j'insiste, 5 années complètes, hein, pas comme nous en naturopathie, on aime bien dire on fait 4 années d'études, la majeure partie du temps, c'est 1200 heures nos formations, donc c'est pas 4 années d'études en continu tous les jours de la semaine. Donc, il y a quand même une différence. Et je sais que vous êtes nombreux à nous faire des demandes auprès du syndicat. Est-ce que je peux aller faire ce week-end-là? Est-ce que je serai ostéopathe pelvien ou ostéopathe crânien ou ostéopathe je sais pas quoi? J'aimerais bien que le président du syndicat des ostéopathes de France appuie le discours. Parce que des fois, on a l'impression qu'il n'y a que moi qui suis relou. Et que j'invente des lois, que voilà. Je parle parce que j'ai pas mal de mes anciens apprenants qui sont là, où moi je martèle dans leur tête tout le long de leur formation ce qu'il en est. Donc si tu peux réexpliquer, ça serait cool et ça permettrait aussi à Stéphanie de savoir ce qu'il en est exactement. Très bien. Alors, donc, j'avais dit qu'en 2007, on a eu, donc, quand on a une loi, c'est une première chose, mais une loi n'est rien sans des décrets d'application. Et les premiers décrets d'application, c'était en 2007. Et ils ont défini, bien sûr, l'ostéopathie. Alors, à l'époque, ils nous avaient mis une formation en 3 ans. Bon, et ensuite, en 2014, la formation est passée à 4800 heures en 5 ans. Avec un certain nombre de pratiques cliniques, 1500 heures de pratiques cliniques. Donc, ça veut dire que vous êtes en présence des patients et c'est important. Et en même temps, dans ces décrets de 2007, il y a eu des limitations ou des interdictions. Limitations, donc, sur les nourrissons, il est précisé que nous ne devons pas traiter des nourrissons de moins de 6 mois sans ordonnance médicale. Or, à ce niveau-là, on ne respecte pas les choses parce qu'on prend les nourrissons dès le début, parce qu'en fait, dans la pratique,
les médecins, et notamment l'ordre des médecins, est allé auprès d'eux pour leur dire, vous n'avez pas à prescrire de soins d'ostéopathie parce que c'est une discipline mal définie, au contournement un peu flou. Et donc, il ne faut pas prescrire. Donc, il y a pas, en général, il y a quelques rares médecins qui prescrivent des certificats, mais en fait, on travaille sur le nourrisson sans certificat. En revanche, il y a des interdictions strictes, et notamment par rapport aux techniques internes, qu'elles soient intravaginales ou intrarectales. Et là, c'est des interdictions strictes. Donc là, nous, au niveau du syndicat, on est extrêmement clair. On précise, parce qu'il faut savoir que les ostéopathes, jusqu'en 2007, pratiquaient en technique interne, qui sont, d'ailleurs, moi je l'ai fait, bien sûr, puisque j'ai été formé à ça avant 2007. Ce sont des techniques qui sont extrêmement efficaces, notamment pour le coccyx, dans le cadre du périnée, comme je le disais tout à l'heure. Mais maintenant, nous n'y avons plus accès. Et donc, on déconseille. Alors, maintenant, dans les écoles, on ne forme plus normalement aux techniques internes. Et donc, attention aux formations qu'on peut vous proposer sur les techniques internes. Parce que d'une part, c'est strictement interdit. Et d'autre part, dans le contexte avec les problèmes d'agression sexuelle, d'attouchement, etc., il y a un danger majeur pour les professionnels. Donc, notre position, elle est claire. Il ne faut pas en faire parce que le risque est majeur pour le praticien qui ne sera pas couvert par l'assurance a posteriori. Dans un premier temps, tant qu'il n'est pas condamné, il est pris en charge. Le jour où il est condamné, l'assurance, elle ne le couvre plus. Donc, la loi est là. Donc, pour l'instant, on n'est pas dans un contexte en plus, je vais dire, au niveau de l'actualité, qui nous permet de revenir sur ces éléments-là, même si on pense que ces techniques sont très efficaces. Pour l'instant, on est plus à essayer de développer l'ostéopathie pour la faire entrer au niveau hospitalier et plus facilement dans les cliniques, même si de plus en plus, il y a des ostéopathes dans les cliniques. Normalement, on ne doit pas rentrer non plus dans les maisons de santé, mais localement, les maires qui ont envie que leurs administrés puissent bénéficier de l'ensemble des soins permettent aux ostéopathes de rentrer dans les maisons de santé. Alors, si le Conseil de l'ordre ne bronche pas, si les conseils de l'ordre, Conseil de l'ordre des médecins et Conseil de l'ordre des kinés ne bronchent pas, ça se passe bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont surtout les professionnels de santé qui se mettent en danger, entre guillemets, s'ils sont avec des ostéopathes, parce que dans les faits, le Conseil de l'ordre et le Conseil de l'ordre des médecins et des kinés ne peut rien contre nous. Il peut agir que sur les médecins et sur les kinés. Voilà. Donc, je dirais attention à toutes les formations qu'on peut vous faire. Et d'autre part, la profession d'ostéopathe est définie, 4800 heures, 1500 heures de pratique. Ce n'est pas en allant faire un, deux, trois ou 5 week-ends avec des techniques. On vous dit technique, on n'est plus dans l'aspect ostéopathie. L'aspect ostéopathie, c'est la globalité. On va vous apprendre, entre guillemets, des recettes, mais en plus, si ce sont des techniques internes, on peut vous tomber dessus, et là, je peux vous dire que c'est hyper dangereux pour votre pratique, voire même pour votre avenir, parce que si vous êtes condamné, vous pouvez faire de la prison, hein, c'est pénal. On n'est plus dans la responsabilité civile, c'est pénal. Donc, je vous déconseille de faire ça. Et d'autre part, nous sommes vigilants sur toutes ces pratiques. Et quand il y a des choses qui ne vont pas, on poursuit pour exercice illégal de l'ostéopathie parce que l'exercice illégal de l'ostéopathie est défini aussi. Voilà. Merci bien. Effectivement, comme le dit Dominique, c'est à la fois pour être clair au niveau des usagers, et vous savez à quel point on est vigilant au niveau du syndicat pour protéger les usagers. Si vous allez faire une formation de technique crânienne, par exemple, vous n'allez pas dire que vous êtes ostéopathe. Vous avez eu des techniques crâniennes. Donc, c'est important de pouvoir être clair avec ça pour à la fois
être en sécurité d'un point de vue légal et pénal, parce que le syndicat des ostéopathes de France est aussi là pour protéger la profession et pour protéger les usagers. Et sachez que nous, au syndicat des professionnels de la naturopathie, on est aussi extrêmement vigilants là-dessus. Cette intervention, on l'a souhaitée pour prouver notre complémentarité, pas spécialement pour susciter des vocations chez les naturaux d'aller faire une école d'ostéopathie à 4800 heures, quoique vous ne les refuserez pas. Voilà. On peut très bien décider de, pendant 5 ans, aller se consacrer à une formation en ostéopathie pour devenir naturopathe et ostéo. Il y a pas de souci. Mais je voudrais Et vraiment que vous fassiez Alexandra, attention juste, à ça. je veux rajouter juste une chose, c'est que ça se fait aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que nous, on demande à nos membres, s'ils ont suivi simplement 1 ou 2 week-ends, entre guillemets, de naturopathie, ils ne sont pas naturopathes. Hein. Quand vous parlez de votre formation en 1200 heures, eh ben, je suis désolé, mais si vous avez 1200 heures, il faut faire 1200 heures pour éventuellement pouvoir exercer et parler de naturopathie. Oui, après, les confrères qui sont chez toi et chez nous, ils sont très clairs avec le sujet. Ils ont des certifications de phytothérapie, de micronutrition et ils ne Oui. mentent pas au public. Donc, c'est sûr que c'est agréable pour nous de travailler avec un ostéopathe qui a des compétences en micronutrition parce qu'il comprendra un peu mieux nos conseils. Mais voilà, merci Alors, d'avoir pu juste un autre monter point, c'est là-dessus. par rapport à la notion, tout à l'heure, tu parlais ostéopathie crânienne, viscérale, il y a des gens qui se disent spécialistes en l'un ou en l'autre. Non, un ostéopathe, il fait tout. Il est formé pour tout, c'est-à-dire crânien, viscéral et structurel. Et ensuite, on peut plus aimer travailler en crânien, etc. Mais à ce moment-là, dès qu'on sort de la globalité, on sort de l'ostéopathie. On est bien d'accord. Donc Stéphanie, oui, je vous confirme que la prise en charge en ostéopathie pelvienne, c'est pertinent hein, et qu'on puisse recommander ça, nous, en tant que professionnels en naturopathie. Mais comme le dit Dominique, un ostéo, pour lui, ça va être compliqué d'aller toucher qu'une ceinture pelvienne. Ils savent pas faire, en fin de compte. Voilà. Et c'est bien, c'est pour ça qu'on va les chercher. Et c'est pour ça que j'avais demandé à Dominique de mettre en avant l'ostéopathie viscérale, parce que nous, en tant que professionnels en naturopathie, on accompagne beaucoup à la prise en charge du microbiote ou des choses comme ça. Donc, c'est important que vous sachiez que tous les professionnels en ostéopathie qui sont au syndicat des ostéopathes de France ont ces compétences-là et vont travailler en viscéral. Et merci, Zara, de mettre en avant que je ne suis pas juste relou, mais prévoyante, c'est cool. Mais j'assume d'être une grosse relou, il n'y a pas de problème. Il y a Elodie qui pose une question un peu plus pratique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le mésentère, sur la causalité des blocages et sur les conséquences possibles, s'il te plaît? Alors, par rapport à l'aspect, on va dire, intestin grêle, bon, mésentère, intestin grêle, on travaille souvent sur ce qu'on appelle la racine du mésentère. Et donc, on teste, on a des tests sur la racine du mésentère. Et quand on perçoit une restriction de mobilité, à ce moment-là, on va appliquer des techniques. Et puis, bien sûr, encore une fois, on travaille sur le mésentère, mais le mésentère, il est en relation avec le côlon. Il y a des relations qui sont intimes et donc on va travailler sur le cadre colique. On ne travaille jamais uniquement sur une zone. Ok, je pense qu'on a pu répondre à Elodie. Donc, est-ce que les ostéopathes sont formés à l'ostéopathie viscérale ou est-ce une spécialisation dans le cursus justement de 4800 heures? J'ai répondu. Hein, donc, Voilà. non, ils sont formés au crânien, au viscéral et au structurel. Et Après, vous savez, après, c'est comme nous, naturaux. Ils ont aussi leurs petites préférences. et voilà. Voilà. Après, chacun travaille à sa façon. Chaque ostéopathe a des techniques personnalisées. Hein. Et après, vous le savez bien, on est dans l'humain. Le relationnel est hyper important. Et donc, vous avez des ostéopathes qui posent des questions et d'autres qui n'en posent pas. Merci. Je connais ta vision sur la chose. Justement, est-ce que tu peux nous présenter pour qu'on puisse mieux mettre en avant l'ostéopathie au sein de nos cabinets?
Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des contre-indications à l'ostéopathie et qu'est-ce qu'on doit expliquer à nos clients avant de les encourager à aller voir un de nos confrères ostéopathes? Oui, bah, après, il y a des contre-indications. Je veux dire, si vous avez une personne qui a une fracture, il faut pas faire du structurel sur une fracture ou des choses comme ça. En fait, quand on est dans la médecine d'urgence, il faut être extrêmement vigilant, même si on peut intervenir en urgence sur des entorses, sur des fractures, non. Après, quand on est face à des maladies importantes comme le cancer, là aussi, il faut être extrêmement prudent, même si nous travaillons chez des gens qui présentent des cancers. Là, il faut tenir compte des métastases, il faut tenir compte de l'état général. Et donc, il faut être extrêmement vigilant. Maintenant, au niveau des contre-indications strictes, alors je crois qu'il y a une liste qui avait été édictée, il faut la retrouver. C'était une approche assez médicale. Moi, je pars du principe que si nous sommes respectueux des tissus et prudents par rapport à notre interrogatoire qui doit être important et qui doit aborder l'ensemble de ce qui s'est passé chez le patient, et ensuite qu'on emploie des techniques. Nos techniques, elles doivent être adaptées. Donc, dans la profession, on dit toujours il n'y a pas véritablement de contre-indication, mis à part ce que je vous ai cité sur des phénomènes de fracture. Et puis au niveau médico-légal, ce qui vous a cité au début sur les manœuvres internes qui sont interdites Voilà. depuis, Oui, bien sûr. quelques années. Tu nous as parlé des cabinets de santé sur le fait qu'effectivement nos Les confrères maisons de médecins, santé. voilà, Il faut les s'entendre maisons de sur les… santé. Attention, maisons de santé, c'est celles qui sont financées par l'ARS et qui normalement ne sont ouvertes qu'aux professions de santé, dont nous ne sommes pas. Nous sommes nous sommes dans les annexes du Code de la santé. Exactement. Donc justement, dans ce type de maison, nous non plus, Naturon, on n'a pas le droit d'y aller. C'est ce que Dominique disait en introduction. Il y a des municipalités, des préfets qui ont donné certaines dérogations dans des territoires isolés. Je sais que nous, on a des adhérents qui ont eu des autorisations au niveau naturaux, mais c'est vraiment très, très ponctuel. On voulait savoir si au niveau législatif, un ostéopathe qui n'est pas dans ce type d'établissement financé publiquement, est-ce qu'un ostéopathe peut partager son cabinet avec un naturopathe, s'il te plaît? Alors là, dans le cadre de la maison de santé, c'est compliqué parce qu'il faut que vous ayez une autorisation administrative. De même qu'il faut dans le cadre de la maison de santé, on est d'accord, il faut qu'ils aient une autorisation de la préfecture. Mais à l'extérieur. En revanche, sur les maisons pluridisciplinaires, là-dessus, il n'y a aucun problème. Je veux dire, on peut s'installer avec qui on veut. Encore une fois, ceux qui vont avoir des problèmes, ce sont les kinés et les médecins, parce que si vous êtes dans un département où vous avez une personne du conseil de l'ordre départemental qui est sourcilleuse, voire pointilleuse, elle peut à ce moment-là émettre le fait, vous savez qu'à un moment donné, on a dit il faut que les ostéopathes s'ils travaillent dans une maison pluridisciplinaire, il faut qu'ils aient une entrée particulière qui ne soit pas l'entrée de l'autre cabinet. Il faut qu'il y ait une salle d'attente particulière. Voilà. Dans certains secteurs, c'est quasiment obligatoire parce que vous avez un médecin ou des kinés qui sont extrêmement agressifs par rapport à ça. Dans d'autres lieux, bah, ça se fait de façon tout à fait naturelle. Et je dirais que la notion de désertification médicale ou profession de santé joue en notre faveur. On est bien d'accord. Et oui, effectivement, d'un point de vue législatif, quand il y a un professionnel soignant, il faudra 2 entrées différentes, 2 salles d'attente.
Ensuite, dans un cabinet privé, Lauriane, tu peux tout à fait travailler avec un ostéopathe et on a régulièrement des annonces d'ostéopathes qui cherchent à partager et à Bien sauver sûr. leur cabinet le mercredi, le samedi ou des choses comme ça. Je pense que c'est génial en début d'activité de pouvoir rejoindre un professionnel ostéopathe qui est en exercice. Ce sont des professionnels qui sont très ouverts à notre vision holistique, hein, parce que c'est aussi leur philosophie et dans leur prise en charge thérapeutique. Donc, je vous encourage à contacter les ostéos, savoir s'ils veulent travailler en complémentarité avec vous. Et donc, effectivement, Pauline, il Ouais, faudra voir je par vois une rapport à la maison question. médicale ce qu'il est possible de faire. Alexandra, je vois une question de Pauline. Elle dit, on doit éviter Oui, les maisons médicales privées. Le problème, c'est que si le Conseil de l'ordre des médecins se retourne contre le médecin qui est dans la maison médicale, elle va lui dire, il ne faut pas que vous travaillez, sinon on vous interdit d'exercer. Le médecin, si c'est lui qui est propriétaire des locaux, il va plutôt vous inciter à quitter les lieux. Voilà, c'est le risque que l'on a. mais Hein. après, le médecin a aussi la possibilité, comme on l'a dit, dans des territoires un petit peu isolés, de faire la demande parce qu'il a envie d'avoir d'autres professionnels pour la Bien prise en sûr, charge de sa bien sûr. patientèle. Et ça sera une autre démarche. Mais dans les faits, nous, effectivement, on vous le déconseille. Bon, bah parfait, Lauriane, si tu es rassurée et si tu peux aller bosser avec un ostéopathe dans son cabinet, c'est très bien. Je pense qu'on est… voilà. Et puis, au niveau copropriété, on en avait déjà discuté, je crois, en début de semaine. Si vous vous installez dans une copropriété, il faut que vous puissiez avoir l'accord de la copropriété. Voilà. Le Voilà. gros avantage quand on va sous-louer un cabinet d'ostéopathe, c'est que nos confrères ostéopathes étant bien formés, ils vont savoir ce qu'est un local qui accueille du public, ils vont Il faut quand savoir même vérifier, Alexandra. Hein. Bon, d'accord, ok. Bon, au pire, vous contrôlez. Bon, merci Dominique. Donc, a priori, les ostéopathes, il y en a aussi qui n'arrivent pas à mettre des extincteurs ou qui n'arrivent pas à mettre un plan d'évacuation. Non, je suis rassurée, je me dis, il n'y a pas que chez nous. Non, Donc, non, voilà. non, il n'y a pas que chez vous. Mais normalement, dans les faits, quand on rejoint un ostéopathe qui est déjà installé, il a eu quelques années pour réaliser qu'il y avait des petites choses de base, hein, juste, ça s'appelle Oui, oui, accueillir le public. mais justement, c'est là l'avantage des syndicats, c'est que très souvent, on est obligé on répond à des questions qui paraissent évidentes, mais qui ne sont pas évidentes pour tout le monde. Et parfois, la notion de droit, elle n'est pas forcément intégrée pour tout le monde. Donc, on rappelle les règles. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'on se fait passer pour des gros relous. Voilà. Et donc, la mairie de la commune, est-ce que la mairie a son mot à dire pour ton installation? Bah, dans ton installation dans un cabinet privé, la municipalité n'a pas spécialement son mot à dire. Non? Par contre, je pense que Dominique rejoindra mon point de vue. C'est important pour un professionnel de l'accompagnement d'aller se présenter auprès de la municipalité, de se présenter auprès des autres professionnels de la commune pour qu'on puisse juste savoir qu'il y a un nouveau confrère sur le territoire. Voilà. Et alors, il y a des mairies qui proposent des locaux, hein, aux différents professionnels de santé. Donc, si vous avez un maire qui est ouvert à la naturo, il peut vous proposer de rejoindre une maison médicale. Et lui, ça ne lui posera pas de problème. S'il le veut vraiment, il n'en a plus rien à faire des deux salles d'attente ou voilà. Et même si l'ordre vient le voir, il peut lui dire, non, mais écoutez, moi, j'apporte j'apporte des soins à mes administrés. Effectivement. Est-ce que vous avez d'autres questions? En tout cas, merci. Tu avais raison, Dominique, j'appréhendais, hein, pour vous dire la vérité. Je pensais, tu commences à me connaître, je suis un petit peu toquée. Voilà, et donc merci pour vos nombreuses questions. J'ai senti une petite hésitation quand j'ai dit que je n'avais pas de présentation. Non, mais t'as vu? Non, mais je te jure, je me soigne, je prends mes petites gougouttes et tout, hein, mais régulièrement, mon ostéo s'occupe de me réharmoniser, mais bon, qu'est-ce que Bon, je te dis? ça On fait avait, partie des limites de l'ostéopathie. c'est ça exactement. Ouais, ouais, moi, je pense que je fais partie des limites. On avait une petite question d'un des membres du conseil d'administration du syndicat, comme ça, je la livre. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu recommandes à tes confrères pour, on est quand même beaucoup de naturopathes à être aussi réflexologues. Est-ce que tu nous conseilles un temps entre votre séance d'ostéopathie et notre séance de réflexologie, s'il te plaît?
Alors, je sais que dans la profession d'ostéo, souvent on dit pas d'exercice après une séance d'ostéo, laisser le corps faire. Moi, je suis pas. Je veux dire, quand vous avez quelqu'un qui aime faire du sport, qui a besoin de faire du sport euh, je fais la séance et je lui dis, bah, vous pouvez demain aller recourir si vous voulez. Bon, je lui dis pas de faire une épreuve en montant à 220 au niveau cardiaque, mais je lui dis tranquillement, vous pouvez effectivement avoir une activité. Et par rapport aux autres professionnels, moi, je n'ai pas véritablement de temps. Bon, si on peut laisser passer 48 heures et puis s'adjoindre un autre professionnel, surtout que, encore une fois, nos professions ne sont pas traumatisantes, hein. Alors, il y en a, je sais qu'il y a des ostéos qui majorent un peu. Ah non, surtout, pendant 10 jours, vous ne faites plus rien, il faut laisser faire le corps. Moi, je ne suis pas comme ça. C'est ce qui vous montre que les ostéopathes, ils ont des approches différentes. Merci. Et après, comme on a pu le comprendre avec l'intervention de Dominique, les ostéopathes, ils sont aussi très conscients de la vitalité de leurs patients, comme nous, on fait très attention à la vitalité de nos clients. Donc, effectivement, si c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être sur la table d'un ostéo ou d'un réflexologue, je pense que ça ne posera pas de souci qu'il enchaîne quelques séances. Par contre, si c'est quelqu'un qui a un peu plus de mal à mettre en place les corrections, bah, certainement que l'ostéopathe lui dira prenez un petit peu de temps, prenez un petit peu de temps pour vous. Alors, Bah écoutez, il y en a qui disent que oui, mais comme ça, on ne sait pas qu'est-ce qui a fait du bien. Alors, moi, je dis toujours, mais on n'en a rien à faire. L'important, c'est que le patient, il aille mieux. merci Dominique. Vous comprendrez pourquoi j'aime bien bosser avec Dominique. C'est son franc-parler et son humilité. Bien entendu, c'est une des spécialités de nos ostéopathes sur le territoire, hein. Bien Ils sont évidemment. d'une grande humilité, tout comme les naturaux. Euh, alors, les NAEC, oui, on demande 3 semaines d'intervalle avec l'ostéo parce que nous, les naturaux, on essaye d'un maximum préserver nos confrères ostéopathes, étant donné que tous les ostéopathes ne sont pas dans la bienveillance comme Dominique. Et Mais c'est juste pour que je vous suis pas soyez fermé je suis pas tranquillement. fermé au fait qu'il puisse y avoir 3 semaines, hein. Voilà. Voilà, je vous dis Et, simplement mon expérience personnelle. Encore une fois, c'est adapté à chaque patient et si on sent quelqu'un qui est vraiment en difficulté, qui a un certain nombre de faiblesses, on va lui dire prendre son temps, hein. voilà. Et Voilà. puis, et puis c'est pareil, nous, dans les écoles du syndicat, on fait très attention à préserver chaque professionnel pour qu'on puisse continuer à travailler en intelligence ensemble. Mmh. Et effectivement, quand on a la chance de travailler avec Dominique à côté de notre cabinet, bah, on sait que lui, ça lui posera pas de problème et qu'il va pas spécialement venir nous chercher des complications. Il y a Non, d'autres confrères, voilà, c'est vraiment pas le cas de Dominique. Il y a d'autres confrères qui risquent d'être un petit peu plus chagrinés, comme disait Dominique, parce qu'à cause de ça, ils ne sauront pas si c'est leur manœuvre viscérale qui aura pu libérer le sigmoïde ou si c'est vous voilà. avec votre action réflexologique. Donc, bah, laissons nos confrères libérer le sigmoïde en premier et puis on passera derrière et ça se passera bien. Voilà. On est d'accord, Pauline, mieux vaut essayer d'être sécure. J'espère que cette intervention vous a plu. Je l'espère aussi. Je vois des têtes. En tout cas, merci Dominique d'avoir pris ce temps, un week-end. Merci Alexandra, j'ai été ravi de partager ces moments avec vous. Merci beaucoup, Dominique. C'était un plaisir de t'entendre. Merci Merci beaucoup. Cosimo. Ciao, au revoir.